Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un homme qui a le palmarès de victime. Victime de ses meurtres, parce que selon vous, vous connaissez pas encore son nom, mais combien aurait-il pu bien faire de victimes? Le chiffre vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça se compte en centaines. Dans cette vidéo je vais vous parler de Luis Garavito, un tueur en série qui a aussi été surnommé la Bête. Ça en dit long sur son histoire. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans l'histoire de Luis Garavito, la Bête de Colombie. On ne sait pas grand chose de sa jeunesse. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il n'a pas eu une jeunesse très facile. Sa mère, de ce qu'il a l'air d'avoir avoué, était une prostituée. Et son père, lui, était un homme violent et abusif. On ne sait pas trop si le père avec qui il a vécu était son vrai père ou alors si son père était un des clients de sa mère. Un des exemples qu'on peut avoir des abus faits par le père de Luis Garavito, c'est le suivant. Il forçait son fils à regarder sa mère avoir des rapports avec ses clients. Il le forçait également à participer à ces sortes de prestations, ce qui faisait que les clients de la mère de Luis Garavito en profitaient pour abuser du jeune garçon. Le père étant également alcoolique et la mère addict aux substances, ils n'ont rien fait, ils ne se sont pas dit qu'il y avait un problème dans l'éducation de leur enfant. N'en pouvant plus de cette situation, Luis Garavito a décidé de fuir son domicile et il s'est trouvé un foyer dans les rues de Colombie. À l'âge de 8 ans, Luis Garavito a été trouvé par un homme, mais un homme qui ne lui voulait pas que du bien. Cet homme-là, c'était un prédateur d'enfants. Luis n'avait que 8 ans, donc il était encore naïf. L'homme lui a promis un repas chaud, un endroit sécurisé où il pourra se reposer, mais ça, c'était un piège. L'homme ne l'a pas conduit là où il l'avait promis, il l'a emmené dans un endroit abandonné et isolé, et encore une fois, Luis Garavito s'est fait abuser. Quelques jours après ça, Luis Garavito a rejoint un gang dans lequel il espérait trouver une certaine sécurité. Ce gang avait pour activité le vol, il volait les habitants de Colombie, que ce soit en argent, en nourriture, il volait également des voitures, et dès qu'il a eu assez d'argent, Garavito a quitté ce gang pour trouver un travail honnête, pour vivre une vie totalement normale. Il a même eu une petite amie qui avait un enfant pas en très bonne santé, et il a commencé à se développer d'une manière plutôt normale, bien qu'il avait eu une enfance assez désastreuse. Les gens qui côtoyaient Luis l'ont décrit comme étant gentil, mais qui était parfois facilement énervable. Néanmoins, cette façade d'homme gentil cachait un secret bien sombre. Luis Garavito a fait subir à des enfants et des adolescents ce que lui-même avait subi dans sa jeunesse. C'étaient des victimes qui lui ressemblaient quand il était plus jeune. Ses cibles étaient des jeunes garçons âgés entre 6 et 16 ans, qui étaient sans abri, traînant dans les rues, ou bien même orphelins. Il les approchait et il les leurrait exactement comme lui avait été leurré par l'homme qu'il avait abusé quand il était dans la rue. Il promettait de l'argent, des cadeaux, de la nourriture, un toit à ses victimes pour qu'ils aient confiance en lui et qu'ensuite ils puissent les agresser. C'était un homme très intelligent dans son processus pour atteindre des victimes, parce qu'il se déguisait. Par exemple, si un jeune garçon se faisait agresser, il allait prévenir d'autres jeunes garçons de à quoi ressemblait l'agresseur, sauf que Luis Garavito se présentait comme une autre personne, une autre identité, mais également avec une tenue différente, ce qui fait que les jeunes garçons qui n'avaient pas encore été agressés mais qui étaient des potentielles victimes pour Luis Garavito ne le prenaient pas pour l'agresseur qu'on avait décrit. Par exemple, il se déguisait en prêtre, en fermier, en sans-abri, en vendeur de rue. Il avait vraiment une énorme panoplie d'identités possibles. Une fois qu'il gagnait la confiance d'un enfant, il le faisait marcher pendant très longtemps. Il marchait comme ça dans les rues jusqu'à ce que l'enfant soit épuisé. Et qui dit épuisé, dit également vulnérable. Comme ça, à ce moment-là, il pouvait les forcer à aller dans n'importe quel endroit qu'il désirait. Vous voyez, ça ressemble quand même pas mal à ce que Luis avait vécu quand il était plus jeune. Mais Luis, lui, il a passé une étape. Lui, il avait été laissé en vie quand il avait été agressé. Mais Luis Garavito, il ne laisse pas cette chance à ses victimes. Il attachait déjà ses victimes. Après cela, il enlevait leurs vêtements. Et c'est là que son jeu macabre commençait. Il les torturait, il abusait d'eux. Et parfois, il les décapitait. Ce n'est pas les seuls plaisirs que Luis pouvait prendre. Il s'amusait à enfoncer tout type d'objet dans les derrières de ses victimes. Et je vais passer les détails parce que c'est vraiment très glauque. Mais imaginez toutes les choses horribles qu'un homme aussi sadique que lui pourrait faire à un enfant, il les a faites. Bien sûr, des corps d'enfants ont été retrouvés par les autorités. Et à chaque fois, ces corps étaient totalement nus. Ils avaient sur eux des traces de morsures. Et bien sûr, des signes d'abus. Parfois, il y avait d'autres séquelles. Et ça, c'est des autopsies qui les ont révélées. Par exemple, on a trouvé trace
dans le derrière de ses victimes de verre. En gros, Luis Garavito, de temps en temps, pour son bon plaisir, enfonçait des bouteilles vides dans le derrière de ses victimes. Et ça, ce n'est qu'une des choses qu'on pouvait trouver sur les victimes. Il y avait bien sûr bien d'autres choses que je ne vous invite pas à regarder parce que c'est vraiment horrible. Bon, vous vous en doutez, des victimes comme ça qui disparaissent, des jeunes enfants, ça attire l'attention de certains enquêteurs. Et ils s'intéressent un petit peu à ces enfants sans abri, âgés entre 6 et 16 ans, et ils constatent qu'effectivement il y a de plus en plus de disparitions parmi ce type de population. On était dans une période de guerre civile, donc c'était plutôt anodin d'avoir des enfants pauvres dans la rue, qui avaient perdu leurs parents, qui traînaient dans les rues de Colombie. Pendant des années, les enquêtes n'ont rien donné parce que les enfants disparus n'avaient pas été signalés comme disparus parce qu'ils n'avaient pas leurs parents, donc personne ne pouvait les demander. Les enquêteurs sont démunis parce qu'ils tombent sur une série de corps dans les rues de Colombie, toujours avec un mode opératoire plutôt similaire. Ils sont retrouvés totalement nus, l'arme du crime est souvent sur la scène du crime, mais à un moment donné, quelque chose va faire un peu avancer l'enquête. Sur une des scènes du crime, une note est retrouvée avec une adresse. Et cette adresse, c'est l'adresse de la petite amie de Luis Garavito. La police avance un petit peu, ils contactent la petite amie, sauf que la petite amie, elle dit qu'elle n'a pas vu Luis depuis des mois. Néanmoins, elle dit qu'il a laissé un sac qui lui appartient, et qu'elle est prête à le transmettre à la police. À l'intérieur de ce sac, il y avait des affaires de Luis Garavito, et des affaires qu'il incriminait en soi directement, parce qu'il y avait des photos de jeunes garçons, un journal intime avec le détail de nombreux de ses crimes, il y avait également des petits souvenirs qu'il avait gardés, une mèche de cheveux de certains garçons par exemple. Donc bon, à ce moment-là, pour la police, il n'y a plus forcément de doute sur qui est l'auteur de tous ces crimes affreux. Ils arrivent à mettre la main sur l'adresse officielle de Luis Garavito, là où il vit, sauf qu'en se présentant à son domicile, il trouve un domicile totalement vide. Les inspecteurs pensent donc que Garavito est en fuite, ou qu'il voyage en tout cas. Et ils sont plutôt inquiets d'ailleurs, parce qu'ils se disent soit il voyage pour le travail, donc là a priori pas de souci, soit il a un repérage pour faire une nouvelle victime. Donc à ce moment-là, il faut être plutôt rapide pour l'arrêter avant qu'un autre meurtre ne soit commis. Mais fort heureusement, quelques jours plus tard, Luis Garavito est arrêté par la police locale de là où il se trouvait. Sauf qu'il n'a pas été arrêté parce que son signalement avait été transmis. Non. Il a été arrêté parce qu'il avait tenté d'agresser un jeune adolescent qui avait réussi à se défendre et à contacter la police locale. Donc effectivement, la police avait raison de s'inquiéter parce qu'il était justement en train d'essayer de se faire une nouvelle victime. En plus de ça, un sans-abri n'était pas très loin de sa potentielle scène de crime, il a vu ce qui se passait, du coup il a aidé aussi le jeune adolescent, et il a aussi maintenu Luis Garavito pour ne pas qu'il s'enfuit. Donc là, sans le savoir, un corps de police a un homme recherché pour plusieurs meurtres, mais bon, son dossier est rapidement transmis aux différents commissariats. Donc au bout d'un moment, les policiers qui l'avaient arrêté, ils savent à qui ils ont affaire. C'est donc le 22 avril 1999 qu'il est interrogé. Il est interrogé concernant les différents meurtres de jeunes garçons qui ont eu lieu en Colombie. Ils le questionnent parce qu'ils se disent quand même que cet homme a voulu agresser un adolescent et qu'il aurait réussi son coup si jamais le sans-abri n'était pas intervenu. Ils commencent donc à penser sérieusement qu'ils ont en face d'eux l'homme, le meurtrier qui a tué tous ces jeunes garçons, qui avait été entre-temps surnommé la bête, de par l'atrocité des crimes qu'il commettait. Mais Garavito, lui, il clame son innocence. Il tente le tout pour le tout. La police essaie de le faire craquer, il décrivit donc l'ensemble des crimes qu'il a commis, ce qu'il a indiqué dans ce journal intime, mais aussi ce qu'a constaté la police en analysant les scènes de crime. Et cette confrontation face aux atrocités qu'il a commis le fait tomber en larmes. On pourrait penser qu'il a confessé d'un côté, sauf que pour la justice, là-bas, ça ne suffit pas. La justice en soi veut clairement que Garavito dise que c'est lui le coupable. La police décide donc de pousser le truc encore plus loin. Ils disent que ces lunettes ont été retrouvées sur une des scènes de crime et que c'est des lunettes particulières adaptées pour des gens qui ont un problème assez rare au niveau des yeux. Donc déjà, en termes d'identification, on se rapproche de lui. Ils disent qu'on a retrouvé des empreintes de ses chaussures, qu'on a également retrouvé des sous-vêtements lui appartenant. Vous voyez, ils essaient de lui montrer qu'ils savent que c'est lui et qu'en gros, il ne peut rien faire. Mais Garavito, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il faut qu'il l'avoue pour vraiment être inculpé à 100% par rapport à ce qu'il a fait. Donc d'un côté, on a la police qui lui fait croire qu'il est foutu, alors que pas tant que ça, et Garavito, lui, qui sait rien du tout. On lui dit également qu'on a retrouvé des traces de son ADN, donc on lui fait vraiment croire que de toute manière, ça sert à rien de nier maintenant, qu'il faut juste qu'il avoue. Et finalement, de par la motivation des équipes de police qui ont fait d'autres tests ADN, qui ont fait des tests également oculaires pour vraiment que tout soit prouvé scientifiquement, que les liens soient vraiment faits entre l'implication de Luis Garavito avec les meurtres,
Et bien au bout d'un moment, Luis Garavito avoue. Il avoue avoir assassiné 140 enfants. Néanmoins, on décide de l'inculper pour le meurtre de 172. 172 enfants qu'il aurait assassinés au travers de tout le pays de la Colombie. Il a été jugé et on l'a rendu coupable du coup de 138 meurtres sur 172. Sa condamnation est une condamnation plutôt énorme. C'est une condamnation à vie en soi, mais on lui a pas dit t'es condamné à perpétuité, on lui a donné un nombre d'années. Un nombre d'années bien sûr impossible à atteindre. On l'a condamné à 1853 années de prison. Donc autant dire que tu les feras pas. Sauf qu'il y a une loi en Colombie qui limite les peines de prison à maximum 40 ans. Et vu que Luis Garavito a aidé la police dans un sens en avouant ses crimes, en expliquant où il avait pu cacher certains corps, bah ça a joué un peu en son sens. Et sa sentence en milliers d'années a été réduite à 22 ans. C'est énorme, hein. Donc pour vous dire le truc qui fait un peu froid dans le dos, on est en 2021. Quand je fais la vidéo, ça se trouve vous la regarderez en 2052, j'en sais rien. Mais il pourrait être libéré sur parole en 2023. Donc on aurait un tueur d'enfants qui a commis les choses les plus abominables sur ses victimes qui pourrait être libéré incessamment sous peu. Néanmoins, quand même, petit point positif si on peut dire, la loi colombienne dit aussi que les criminels ayant commis des atrocités sur des enfants ne recevront aucune faveur de la part de la justice. C'est-à-dire que sa libération sur parole risque d'être compromise. Et en plus de ça, il serait censé passer à minima 60 ans de prison. Donc à voir dans les années à suivre comment cette affaire va évoluer. Petite anecdote sur son emprisonnement. Luis Garavito est enfermé loin des autres détenus parce que les policiers et la justice sont convaincus que si jamais il était enfermé dans une certaine communauté de détenus, c'est-à-dire avec d'autres détenus qui ont commis d'autres crimes, il ne tiendrait pas une journée. Parce que je sais pas si vous savez, ça c'est un truc que j'ai entendu dire il y a un moment donné, apparemment il y a une hiérarchie dans les prisons. Et ceux qui sont en prison pour avoir commis des crimes sur des enfants, ils sont au plus bas de la hiérarchie. C'est pas rare que ces personnes-là soient pris à partie dans les prisons, qu'ils soient battus, que ce soit vraiment des énormes victimes, parce que même en prison, là où il n'y a que des criminels, bah là-bas, les enfants, on n'y touche pas. Donc c'est pour ça que les prédateurs d'enfants en prison, même avec les prisonniers, ils sont en danger. Et donc, on les met dans des cellules à part. On en a fini pour cette histoire, mais je voudrais juste ajouter quelque chose de sordide, hein, vraiment qui rajoute énormément, je trouve. Je vous ai dit qu'il avait été condamné pour 138 meurtres sur 172, c'est-à-dire qu'on avait 172 meurtres qu'on pouvait lui associer et 138 qui lui ont été officiellement associés, sauf que il n'y a pas que 172 corps qui ont été retrouvés, pas du tout. Il y en aurait potentiellement plus de 300. Donc ce meurtrier est l'homme qui a commis le plus de meurtres parmi tous les tueurs du monde entier, toutes périodes confondues. Est-ce que vous imaginez le truc? La personne qui a assassiné le plus de personnes de notre histoire pourrait potentiellement être relâchée en 2023. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de la chose? Est-ce que c'est bon pour vous? Moi perso, même si la Colombie c'est pas le pays à côté, ça me met pas bien. En tout cas les amis, on en a fini pour cette histoire tout bonnement horrible. C'est une histoire que j'avais déjà vue avant de me renseigner pour la vidéo. Déjà j'avais trouvé ça. Déjà c'est une histoire que j'avais trouvé assez triste par rapport à la jeunesse de Luis Garavito. Mais après j'avais trouvé ça assez incroyable de voir comment justement il a adopté la mentalité de ses agresseurs. Il a retranscrit ce que lui avait vécu pendant sa période criminelle. Et ça, je trouvais ça assez fascinant. Je pense qu'il y a forcément quelque chose de psychologique à comprendre là-dedans. En tout cas, les amis, on va se remettre dans une ambiance un peu plus chill, sortir de cette ambiance macabre et très sordide pour débriefer de la vidéo. Alors, comment avez-vous trouvé cette histoire? Personnellement, je trouve que c'est une histoire qui m'est pas bien du tout. De 1, quand tu vois la personnalité de la personne, ce qu'elle a fait à toutes ses victimes. De 2, quand tu vois qui sont ses victimes. Et de 3, quand tu vois le nombre de victimes qu'il a fait. Imaginez un peu, c'était vraiment une terreur pour les enfants de Colombie. Et le nom qui lui a été donné, la bête, lui va très bien, je trouve. Ça lui correspond totalement par rapport à tout ce qu'il a pu faire subir comme atrocité. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces histoires. Dites-moi également ce que vous pensez de sa potentielle sortie dans les années prochaines, si jamais ça se fait. Après, je suis pas calé en justice, donc je ne saurais pas dire si effectivement il a des chances ou si c'est juste dans les faits il pourrait, mais il a aucune chance. Mais de toute manière, je pense, à mon humble avis, que si jamais il sortait de prison en 2023, je pense que c'est quelqu'un qui serait toujours sous surveillance, il serait pas tranquille, il pourrait pas reprendre une vie normale. De toute manière, quand tu as un palmarès entre guillemets comme il a avec les crimes qu'il a commis. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. C'était Aiken, prenez soin de vous, on se dit à très vite.
Salut!